Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 73. Les propositions générales que les mutakallimin ont établies, malgré leurs opinions diverses et leurs méthodes nombreuses, propositions qui leur sont nécessaires pour affirmer ce qu'ils veulent affirmer au sujet des 4 questions dont il s'agit, sont au nombre de 12. Je vais d'abord te les énoncer sommairement. Ensuite, je t'exposerai le sens de chacune de ces propositions et ce qui en résulte. La première proposition affirme l'existence de la substance simple. La deuxième, l'existence du vide. La troisième, que le temps est composé d'instants. La quatrième, que la substance est inséparable d'accidents nombreux. La cinquième, que dans la substance simple ou l'atome résident les accidents sur lesquels je m'expliquerai et qu'elle en est inséparable. La sixième, que l'accident ne dure pas 2 temps ou instants. La septième, que la raison d'être est la même pour les capacités et pour leurs privations et que toutes elles sont des accidents réels qui ont besoin d'un efficient. La huitième, qu'il y a dans tout l'être, c'est-à-dire dans toutes les choses créées, autre chose que substance et accident, et que la forme physique est également un accident. La neuvième, que les accidents ne se portent pas les uns les autres. La dixième, que le possible ne doit pas être considéré au point de vue de la conformité de l'être avec telle idée. La onzième, que pour ce qui est de l'inadmissibilité de l'infini, il importe peu que celui-ci le soit en acte ou en puissance ou accidentellement. Je veux dire qu'il importe peu que les choses infinies existent simultanément ou qu'elles soient réputées être composées de ce qui est et de ce qui n'est plus, et c'est là ce qui est accidentellement. Tout cela, disent-ils, est également inadmissible. La douzième, enfin, c'est leur assertion, que les sens induisent en erreur beaucoup de choses échappant à leur perception, et que par conséquent on ne saurait admettre leur jugement, ni les prendre absolument pour principe d'une démonstration. Après les avoir énumérés, je vais en expliquer le sens et exposer ce qui en résulte en les abordant une à une. La première proposition a le sens que voici. Il soutenait que l'univers entier, c'est-à-dire chacun des corps qu'il renferme, est composé de très petites parcelles qui, à cause de leur subtilité, ne se laissent point diviser. Chacune de ces parcelles est absolument sans quantité, mais lorsqu'elles sont réunies les unes aux autres, cet ensemble a de la quantité et est alors un corps. Selon l'opinion de quelques-uns, dès que 2 de ces parcelles se réunissent, chacune d'elles devient un corps, ce qui fait 2 corps. Toutes ces parcelles sont semblables et pareilles les unes aux autres, et il n'y a entre elles aucune espèce de différence. Il n'est pas possible, disent-ils, qu'il existe un corps quelconque qui ne soit pas composé de ces parcelles pareilles par juxtaposition, de sorte que pour eux, la naissance, c'est la réunion des atomes, et la destruction, c'est la séparation. Cependant, ils ne donnent pas à cette dernière le nom de destruction, mais ils disent les naissances sont réunion, séparation, mouvement et repos. Ils disent aussi que ces parcelles ne sont pas d'un nombre limité dans l'univers, comme le croyait Épicure, et d'autres qui ont professé la doctrine des atomes. Ils soutiennent au contraire que Dieu crée perpétuellement ces substances quand il le veut, et qu'ils peuvent aussi ne pas exister. Je vais te faire connaître leurs opinions concernant la privation de la substance. La deuxième proposition, c'est l'assertion du vide. Les hommes des racines croient aussi que le vide existe, c'est-à-dire qu'il existe un ou plusieurs espaces où il n'y a absolument rien, mais qui sont vides de tout corps et privés de toute substance. Cette proposition leur est nécessaire dès qu'ils admettent la première proposition.
En effet, si l'univers était plein de ces parcelles, comment donc pourrait se mouvoir ce qui se meut? Car on ne peut pas se figurer que les corps entrent les uns dans les autres, et ces parcelles ne peuvent se réunir et se séparer que par le mouvement. Ils sont donc nécessairement obligés d'admettre le vide, afin qu'il soit possible à ces parcelles de se réunir et de se séparer, et que le mouvement puisse s'opérer dans ce vide, dans lequel il n'y a point de corps, ni aucune de ces substances simples. La troisième proposition dit que le temps est composé d'instants, c'est-à-dire qu'il se compose de petits temps nombreux qui, à cause de leur courte durée, ne se laissent pas diviser. Cette proposition leur est également nécessaire à cause de la première proposition, car ayant vu sans doute les démonstrations par lesquelles Aristote a démontré que l'étendue, le temps et le mouvement local sont trois choses correspondantes dans l'être, c'est-à-dire qu'elles sont entre elles dans un même rapport mutuel, et que lorsque l'une de ces choses se divise, l'autre se divise également et dans la même proportion, ils étaient forcés de reconnaître que, si le temps était continu et susceptible de division jusqu'à l'infini, il s'ensuivrait que cette parcelle qu'ils posaient comme indivisible est nécessairement divisible, et que de même, si l'on admettait que l'étendue est continue, on serait forcé d'admettre la divisibilité de cet instant de temps que l'on posait comme indivisible, ainsi que l'a exposé Aristote dans l'Acroasis. C'est pourquoi ils ont posé en principe que l'étendue n'est point continue, mais composée de parcelles auxquelles la divisibilité s'arrête, et que de même le temps aboutit à des instants qui n'admettent point la division. Ainsi, par exemple, une heure ayant 60 minutes, la minute 60 secondes, la seconde 60 tierces, la chose aboutira pour eux à des parcelles, comme par exemple des dixièmes ou d'autres plus petites encore, qui ne pourront aucunement se subdiviser et qui, comme les atomes de l'étendue, n'admettront plus la division. D'après cela, le temps serait une chose de position et d'ordre, et en effet, ils n'ont nullement approfondi la véritable nature du temps. Et cela devait être, car si les plus habiles philosophes ont été embarrassés à l'égard du temps, et que plusieurs n'en ont pas compris l'idée, de sorte que Galien dit que c'est quelque chose de divin dont on ne peut saisir la véritable nature, à plus forte raison ceux-là qui n'ont égard à la nature d'aucune chose. Écoute maintenant ce qu'il leur a fallu admettre comme conséquence de ces trois premières propositions. Le mouvement, disait-il, consiste en ce que chacune de ces parcelles indivisibles se transporte d'un atome de l'étendue à l'atome voisin, et il s'ensuit de cette hypothèse que les mouvements ne sont pas plus rapides les uns que les autres. En effet, disent-ils, quand tu vois que deux choses en mouvement parcourent dans le même temps deux distances différentes, la cause n'en est pas que le mouvement de ce qui parcourt la distance plus longue soit plus rapide, mais la cause en est que dans ce mouvement que nous appelons lent, il entre plus d'intervalles de repos, tandis que dans celui que nous appelons rapide, il entre moins d'intervalles de repos. Quand on leur opposait l'exemple de la flèche lancée d'un arc fortement tendu, ils répondaient « En effet, elle aussi a ses mouvements interrompus par des intervalles de repos, et si tu crois qu'elle se meut d'un mouvement continu, c'est par l'erreur des sens, car beaucoup de choses échappent à la perception des sens, comme ils l'ont posé en principe dans la deuxième proposition. » On leur a dit ensuite, n'avez-vous pas vu que, lorsque la meule accomplit un mouvement circulaire parfait, la partie qui est à sa circonférence parcourt l'étendue du plus grand cercle absolument dans le même temps pendant lequel la partie qui est près du centre parcourt le plus petit cercle? Le mouvement de la circonférence est donc plus rapide que celui du cercle intérieur. Et il ne vous est pas permis de dire que dans le mouvement de cette dernière partie, il entre plus d'intervalles de repos, puisque tout le corps, je veux dire le corps de la meule, est un et continu. Et là-dessus, ils ont répondu que dans la circonvolution, ces parties se séparent et que les intervalles de repos qui entrent dans chaque partie tournant près du centre
sont plus nombreux que ceux qui entrent dans la partie éloignée du centre. Mais alors, leur disait-on, comment se fait-il que la meule, dans laquelle nous reconnaissons un seul corps, qui ne peut être brisé avec des marteaux, se rompe en tournant et puis se rejoigne dès qu'elle est en repos et redevienne telle qu'elle était? Et comment ne s'aperçoit-on pas que ces parties se soient séparées? Et pour y répondre, ils se sont servis précisément de cette 12e proposition qui dit qu'il ne faut pas avoir égard à la perception des sens, mais au témoignage de l'intelligence. Il ne faut pas croire du reste que ce que je viens de dire soit ce qu'il résulte de plus absurde de ces 3 propositions, car certes, ce qui résulte de la croyance à l'existence du vide est encore plus extraordinaire et plus absurde. Et ce que je t'ai rapporté au sujet du mouvement n'est pas une plus grande absurdité que d'admettre, comme il le faut d'après ce système, que la diagonale du carré est égale à son côté, de sorte qu'il y en avait parmi eux qui soutenaient que le carré est une chose qui n'existe pas. En somme, par suite de la proposition, toutes les démonstrations de la géométrie tout entière se trouvent détruites. Celle-ci peut se diviser à cet égard en 2 catégories. Une partie sera entièrement annulée, comme par exemple les propriétés d'incommensurabilité et de commensurabilité dans les lignes et les plans, l'existence de lignes rationnelles et irrationnelles, et en général tout ce que renferme le 10e livre d'Euclide, ainsi que d'autres choses semblables. Pour une autre partie, les démonstrations ne seront point absolues, comme par exemple pour le problème de la division d'une ligne en 2 parties égales. Car si les atomes de la ligne sont d'un nombre impair, il ne sera pas possible, selon leur hypothèse, d'opérer la division. Sache aussi que le célèbre livre des artifices par les Beni Shakir renferme au-delà de 100 artifices qui tous sont appuyés de démonstrations et ont été mis en pratique. Or, si le vide pouvait exister, pas un seul de ces procédés ne pourrait s'effectuer, et bien des opérations hydrauliques ne pourraient avoir lieu. Cependant, on a passé la vie à argumenter pour confirmer ces propositions et d'autres semblables. Je reviens maintenant à l'explication des autres propositions que j'ai rapportées.